La première fois que je me suis rendue à Colmar pour voir le retable de Grunewald, c'était en 1963. J'y suis retournée 10 ans plus tard. Je n'avais pas calculé cet intervalle. Entre ces deux dates, énormément de choses avaient changé. Non pas à Colmar, mais dans le monde et dans ma vie. La charnière décisive se situe exactement à mi-chemin de cette décennie. En 1968, des espoirs nourris plus ou moins clandestinement pendant des années ont éclaté au grand jour, en plusieurs endroits du monde et ont été appelés par leur nom. La même année, ces espoirs ont été catégoriquement broyés. Ce n'est que rétrospectivement que cette évolution nous est apparue dans toute sa clarté. À l'époque, nous étions nombreux à nous protéger de la dure vérité. Au début de l'année 1969, nous pensions par exemple qu'un nouveau 1968 était encore possible. Ce n'est pas le lieu ici d'analyser ce qui a changé dans l'équilibre des forces politiques à l'échelle mondiale. Il suffit de constater que la voie fut à ce moment-là ouverte à ce qu'on appellerait plus tard la normalisation. Des milliers de vies furent du coup bouleversées. Mais cela ne figurera pas dans les livres d'histoire. Un tournant comparable, quoique très différent, s'est produit en 1848 et ses effets sur la vie de toute une génération imprègnent les pages non pas des livres d'histoire, mais de l'éducation sentimentale de Flaubert. Si je regarde mes amis, et surtout ceux qui avaient, ou ont encore, une conscience politique, je vois combien le cours de leur existence a été altéré ou dévié à ce moment-là, exactement comme il aurait pu l'être par un événement d'ordre privé, une maladie qui se déclare, une guérison inattendue, une faillite. Et si eux me regardaient, je pense qu'ils verraient à peu près la même chose. La normalisation implique qu'entre les différents systèmes politiques se partageant le contrôle presque total du monde, tout peut s'échanger, à la simple condition que rien, nulle part, ne soit vraiment changé. On suppose le présent continu, sa continuité assurant le développement technologique. Une époque d'espoir et d'attente, comme c'était le cas avant 1968, vous incite à vous faire une image stoïque de vous-même. Il faut faire face à tout. Le seul danger est de tomber dans les pièges de l'évasion ou de la sentimentalité. La dure vérité, elle, contribuera à la libération. Ce principe s'intègre aussi bien à la pensée qu'on l'admet sans se questionner. On est stoïquement conscient que les choses pourraient être différentes. L'espoir est un prisme merveilleux. Votre œil s'y fixe, et vous pouvez examiner tout ce que vous voulez à travers. Le retable d'Isenheim, au même titre qu'une tragédie grecque ou un roman du XIXe siècle, fut initialement conçu pour englober la totalité d'une vie ainsi qu'une explication du monde. Il fut peint sur des panneaux de bois articulés par des gonds. Si les volets sont fermés, les spectateurs voient une crucifixion flanquée de saint Antoine et de saint Sébastien. S'ils sont ouverts, ils voient un concert d'anges et une Madone à l'enfant flanquée d'une annonciation et d'une résurrection. Ouverts une fois encore. Ils aperçoivent les apôtres et quelques dignitaires ecclésiastiques flanqués de scènes de la vie de saint Antoine. Le retable fut commandé pour un hospice d'Isenheim par la confrérie des Antonins. L'hospice hébergeait des victimes de la peste et de la syphilis. Le retable devait aider les malades à supporter leurs souffrances. Lors de ma première visite à Colmar, j'ai vu la scène de la crucifixion comme la clé du retable tout entier et la maladie comme la clé de la crucifixion. Plus je contemplais le retable de Colmar, plus je devenais convaincu que pour Grunewald, la maladie représentait la condition naturelle de l'homme. Pour lui, la maladie n'était pas un prélude à la mort, comme l'homme moderne a tendance à le redouter, mais c'était la condition même de la vie.
voilà ce que j'ai écrit en 1963. Je ne tenais pas compte des articulations du retable. Grâce à mon prisme d'espoir, je me passais des volets où l'espoir était représenté. Je voyais le Christ de la résurrection comme d'une pâleur de mort. Je voyais la Vierge de l'Annonciation répondre à l'ange comme si on lui avait annoncé une maladie incurable. Quant à la Madone à l'enfant, j'avais noté que ces langes étaient faits du tissu infecté qui, plus tard, lors de la crucifixion, servirait de pagne au Christ. Cette vision de l'œuvre n'était pas complètement arbitraire. Dans de nombreuses régions d'Europe, le début du XVIe siècle fut effectivement ressenti et vécu comme une époque de damnation. Et cette expérience figure sans aucun doute dans le retable, mais pas exclusivement. Or, en 1963, je ne voyais que cela, que l'amorosité. Je n'avais besoin de rien d'autre. 10 ans plus tard, le gigantesque corps crucifié écrasait toujours les figures en deuil présentes dans la peinture ainsi que le spectateur à l'extérieur. Cette fois, j'ai pensé, la tradition européenne abonde en images de torture et de douleur, sadiques le plus souvent. Comment se fait-il que celle-ci, l'une des plus dures et des plus douloureuses de toutes, fasse exception? Comment est-elle peinte? Elle est peinte centimètre par centimètre. Aucun contour, aucun creux, aucune aspérité dans les contours ne trahit le moindre vacillement dans l'intensité de la peinture. L'acte de peindre colle à la douleur éprouvée. Aucune partie du corps n'étant épargnée par la douleur, l'acte de peindre ne peut nulle part relâcher sa précision. La cause de la douleur n'a rien à voir. La seule chose qui compte ici, c'est la fidélité de la peinture. Cette fidélité dérive de l'empathie de l'amour. L'amour confère l'innocence. Il n'a rien à pardonner. La personne aimée est fondamentalement différente de la personne que l'on aperçoit en train de traverser la rue ou de se laver le visage. Différente également de soi-même, de la personne en train de vivre sa propre vie, sa propre expérience, car celle-ci ne parvient pas à demeurer innocente. Qui, dans ce cas, est la personne aimée? Un mystère dont seul l'amant confirme l'identité. Dostoïevski l'a si bien compris. L'amour est solitaire, quand bien même il unit. La personne aimée est l'être qui subsiste alors que les actes et l'égocentrisme de la personne elle-même se dissolvent. L'amour reconnaît une personne avant l'acte, et la même personne après. Elle investit cette personne d'une valeur qu'on ne peut convertir en vertu. Un tel amour s'actualise par exemple dans l'amour d'une mère pour son enfant. La passion n'est qu'une façon d'aimer parmi d'autres. Il y a des différences entre les deux, car un enfant est en devenir, il est incomplet. Dans ce qu'est l'enfant à un moment donné, il peut être remarquablement complet. Mais dans l'intervalle entre ces moments, il redevient indépendant et son incomplétude se refait évidente. L'amour de la mère implique une connivence avec l'enfant. Elle le complète par l'imagination. Leurs désirs se mélangent ou alternent, comme deux jambes en train de marcher. La découverte d'une personne aimée, déjà formée et complète, marque le début d'une passion. On reconnaît qu'il ne s'agit pas d'amour lorsque l'on aime des gens en se fondant sur leurs réalisations. Les réalisations que l'on juge importantes peuvent être différentes de ce que la société valorise en général. De toute manière, on accorde de l'importance à ceux dont on n'est pas amoureux selon leur manière de remplir un moule, et pour définir ce moule, on utilise des adjectifs comparatifs. Leur contour global résulte de la somme de leurs réalisations, telles que les qualifient les adjectifs. La personne aimée est vue de façon inverse. Son contour n'est plus une surface circonscrite,
mais un horizon qui forme une frontière. On reconnaît la personne aimée non pas à ses réalisations, mais aux verbes qui lui conviendront. Les besoins de la personne aimée pourront trancher nettement sur ceux de son amant. Ils n'en auront pas moins de valeur, la valeur particulière de cet amour. Pour Grunewald, le verbe qui convient est peindre, peindre la vie du Christ. L'empathie poussée au degré où Grunewald l'a éprouvée révèle un espace de vérité, quelque part entre l'objectif et le subjectif. Les médecins et les savants qui travaillent aujourd'hui sur la phénoménologie de la douleur gagneraient à étudier cette peinture. Les distorsions dans les formes et les proportions, l'agrandissement des pieds, la compression du torse, l'élongation des bras, l'extension des doigts, décrivent exactement l'anatomie ressentie de la douleur. Je ne veux pas dire que j'ai vu plus de choses en 1973 qu'en 1963. J'ai vu différemment, c'est tout. Les 10 ans d'écart ne marquent pas nécessairement un progrès. De plusieurs points de vue, ils marquent un échec.